Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine de Point de Vue. Un numéro en forme de tour du monde, vous allez le voir à travers la diversité des sujets que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons d'abord de ce coup de théâtre incroyable après l'escalade entre la Corée du Nord et les États-Unis. Voilà que ces deux-là, Donald Trump et Kim Jong-un, deviennent peut-être les meilleurs amis du monde. Vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi de la réforme institutionnelle voulue par le président de la République. Les parlementaires sont plutôt contre le fait de diminuer leur nombre et la durée de leur mandat. Les Français, en revanche, eux, adorent. Vous le verrez avec notre sondage. Nous partirons pour Mayotte, cette petite île de l'océan Indien, qui est aussi et d'abord un département français, dans lequel des manifestations et des violences se multiplient. Pourquoi? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis nous parlerons de ce qu'on pourrait appeler l'affaire Lepers. Julien Lepers, l'ancien animateur de France Télévisions, réclame 3,4 millions d'euros d'indemnité à son ex-employeur. Est-on devenu fou à France Télévisions? Vous nous répondrez à ces 4 questions, si tel est votre bon plaisir, en compagnie de nos 4 invités. Bonsoir, Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et porte-parole de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, pour la défense et l'international. C'est ça. Bonsoir, Benjamin Grange. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting, directeur général de Dentsu Aegis France. Votre spécialité, enfin l'une de vos spécialités, c'est la communication numérique, l'e-réputation, les stratégies d'influence. Bonsoir, Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES, directeur de collection aux presses universitaires de France. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié chez Desclés de Brouwer. Bonsoir, Hervé Nathan. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Votre magazine, cette semaine, s'intéresse à notre santé, qui n'a pas de prix, même si elle a un coût, selon l'expression, bien connue. Parlons, si vous le voulez bien, tout de suite de cet incroyable coup de théâtre. C'était hier, Chung Hae-young, pardon, je regarde mes notes, conseiller national sud-coréen à la sécurité, après avoir rencontré le cher grand leader Kim Jong-un, le grand patron à vie de la Corée du Nord, faisait la déclaration suivante. Now meeting, North Korean leader Kim Jong-un said he is committed to denuclearization. Kim pledged that North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests. He understands that the routine joint military exercises between the Republic of Korea and the United States must continue. And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. Alors donc, une rencontre est imminente apparemment entre les deux leaders. Bientôt, ils pourront peut-être réclamer le prix Nobel de la paix. Vous allez pouvoir nous donner votre avis sur ce sujet. Hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. La question que nous vous posons, selon vous, la prochaine rencontre de Donald Trump avec Kim Jong-un est-elle une bonne nouvelle? Expliquez-nous pourquoi. On va commencer par se dire que cette déclaration était absolument inattendu. Je vous propose de revenir en images sur tous les épisodes d'un feuilleton qui aurait quand même pu nous mener à l'apocalypse nucléaire. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. 이것은 트럼프가 즐기는 소사학적 표현이 아니다. 나는 트럼프가 우리의 어떤 And we can't have madmen out there shooting rockets all over the place. Rocket Man should have been handled a long time ago. 트럼프는 상식과 종소가 온전치 못한 예로부터 우리 국가의 최고 존엄을 로켓과 결부하여 모독하려고 하였지만 No dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve. Every once in a while in the past, they underestimated us. It was not pleasant for them, was it?
로켓 화성 15용 무기 체계는 미국 본토 전역을 타격할 수 있는 초대용 중량급 핵탄두 장착이 가능한 대륙간 탄도로. Montage signé Charlotte Barche. Qu'est-ce qui s'est passé, Hervé Nathan, pour qu'on passe de cette escalade à ces déclarations apaisantes? En fait, la réponse, on va peut-être l'avoir dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, parce que d'abord il faut que la rencontre ait lieu, il faut qu'on en tire et il faudra voir ce qu'elle donne pour qu'on en tire toutes des conclusions un peu définitives, parce qu'on a tendance à regarder le feuilleton et le commenter au fur et à mesure, et avec des éléments un peu parcellaires. Donc là, pour le coup, répondre à cette question... Ce que vous nous dites avec une humilité qui vous honore, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Un petit peu d'humilité, oui, absolument. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même les images, ce qu'elles racontent au-delà du folklore, c'est qu'ils ont joué le rapport de force, et que d'une certaine manière, ce qu'il y a dans la diplomatie de nouveau, dans la diplomatie de Trump, c'est qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un président américain capable effectivement de jouer du rapport de force de cette façon-là pour obtenir un collapse diplomatique et d'avoir une vraie rencontre. Si c'est ça, si ça va au bout, c'est ce qu'on dira dans quelques semaines, dans quelques mois. On dira, voilà. Tiens, il a joué le rapport de force, et finalement ça a donné, alors que c'est vrai que ça fait des dizaines d'années que la diplomatie américaine refusait de jouer ça. Et jamais un président des États-Unis n'avait rencontré le leader nord-coréen. Voilà. Georgi Kuzmanovic, bravo l'Amérique, respect Trump. Non, pas du tout. J'ai un avis complètement différent du vôtre. C'est une victoire de Kim Jong-un et puis du président Moon Jae-in, le président sud-coréen, puisqu'en fait, derrière une apparence de surprise, c'est quelque chose qui est préparé depuis très très longtemps par le président sud-coréen. Je vous rappelle qu'il a été élu pour mettre en place la politique dite du rayon de soleil, c'est-à-dire la course vers la réunification avec la Corée du Nord, ou au moins la pacification, et que dans le cadre de cette réunification, en tout cas ce désir de réunification, l'élément perturbateur, c'était surtout les États-Unis et Trump. De son côté, Kim Jong-un, son principal projet, c'est de conserver le régime en l'état, et il s'est doté de l'outil pour le faire. Il faut savoir qu'il a lancé cette nucléarisation de son pays, le développement des armes balistiques, à la suite, en particulier à la suite des guerres déclenchées par les États-Unis en Irak et en Libye pour éviter de se retrouver dans le cas de Saddam Hussein ou de Kadhafi. Et il a réussi. Et donc pour lui, c'est une victoire, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une rencontre en face à face où on ne puisse pas le menacer de première frappe. En fait, Guillaume Bernard, effectivement, on peut dire maintenant, il parle d'égal à égal avec le président des États-Unis. Il était l'ennemi juré, et voilà qu'il devient un partenaire. Donc finalement, c'est peut-être Kim Jong-un qui a gagné. J'en suis pas certain. Je pense plutôt qu'il y a quand même la stratégie de Trump qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il avait annoncé, lorsqu'il avait fait sa campagne, en disant « j'utiliserai, je dirais, une stratégie de l'imprévisibilité ». Donc il y a la montée en tension d'un côté, après il y a le rapprochement, alors que sa stratégie converge avec les intérêts de la Corée du Nord et de la Corée qui est en faillite, et de la Corée du Sud qui veut effectivement essayer d'avoir sinon une réunification, du moins un rapprochement, bien là, écoutez, d'une certaine manière, c'est un schéma gagnant-gagnant. Je vous rappellerai quand même que Nixon avait renoué des relations avec la Chine pour pouvoir contrebalancer la puissance de l'Union soviétique. Et là, on a un Trump qui essaye de renouer, je dirais, des liens avec la Corée du Nord pour, là aussi, vraisemblablement, essayer d'influencer, je dirais, la zone et de contrebalancer la puissance de la Chine. Je vous rappellerai aussi que si la Corée du Nord et la Corée du Sud se rapprochent, ça veut donc dire que la Chine et la Russie se retrouvent totalement encadrées par des bases de l'OTAN. De ce point de vue-là, la stratégie de Trump fonctionne bien. Parce que pour l'instant, il y a des troupes américaines, mais évidemment seulement en Corée du Sud. Benjamin Grange. Alors, est-ce qu'effectivement ce sera un fait d'armes de Trump que d'arriver à à parler avec la Corée du Nord? C'est la grande interrogation, et quand on examine ce que disent les internautes, c'est presque 191 000 messages dans les 7 derniers jours. C'est un peu plus que la semaine précédente. Et si la régie veut bien nous mettre l'infographie, on reste sur une tonalité qui est assez négative. Alors,
Alors racontez-nous voilà, ce qu'il y a dans Trump sur vos est petits assez, dessins. voilà, En fait, vous êtes très joueur, Benjamin. En fait, on est très joueur et quand on veut regarder ce que disent finalement les internautes au sens large, en trouvant une même grammaire ou un même langage, c'est vrai que ces petits icônes permettent de le faire. Ça, là, vous les trouvez dans le monde entier, c'est pas uniquement les internautes français ou américains. C'est bien le résultat de l'analyse de 191 000 conversations, quelle que soit l'origine de ces conversations, pas uniquement sur Twitter ou sur LinkedIn ou sur Facebook, etc. C'est partout. Et donc, dans toutes les langues, et qu'est-ce qu'on voit? On voit au centre, finalement, cette icône que je vous laisse interpréter par vous-même. C'est effectivement la grande interrogation. Alors, quoi qu'il en soit, si maintenant on cherche un pesage des sentiments, des tonalités, eh bien, à 44%, il y a toujours une tonalité négative vis-à-vis de Trump. Est-ce que ça a évolué? Il se trouve que c'est un petit peu moins négatif que dans les semaines précédentes. On verra dans les prochaines semaines, s'il confirme l'essai, comme on dit, eh bien, si ça crédite effectivement sa popularité. Aujourd'hui, ça ne change pas énormément. Mais il faut vraiment saluer le président Moon Jae-in, parce que s'il y a quelqu'un qui a gagné dans le président sud-coréen. Le président sud-coréen, parce qu'il a dû faire l'équilibre entre deux petits garçons d'école qui s'insultaient par médias interposés. Il a réussi à différer les opérations militaires avec les États-Unis pour ne pas choquer la Corée du Nord, tout en organisant ces négociations. D'ailleurs, il va en juillet à Moscou, ce qui montre l'influence de plus en plus importante en Corée et de la Russie et de la Chine, qui, eux, proposent la politique des doubles suspensions. C'est-à-dire et suspension des essais nucléaires et des tirs balistiques nord-coréens, et suspension des exercices militaires américains et sud-coréens. Alors, vous le savez, chers internautes, vous pouvez intervenir quand vous le voulez dans cette émission, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On vous demande aussi votre avis et vous nous le donnez. Selon vous, la prochaine rencontre de Donald Trump avec Kim Jong-un est-elle une bonne nouvelle? Eh bien, vous êtes 69% des internautes, et on peut penser que c'est assez logique, à penser que oui. Hervé Nathan. Oui, c'est une bonne nouvelle si les deux personnalités vont au bout de ce qu'elles disent, et notamment si elles discutent réellement, ce qui a l'air d'être prévu, de la dénucléarisation totale de l'ensemble de la presqu'île. C'est ce qui est prévu c'est ça l'offre qui est faite y compris par la Corée du Nord. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement optimiste. On va dénucléariser les deux Corées pourrait à terme. Donc ça veut dire qu'il y a une concession possible de la part du gouvernement nord-coréen, de Kim Jong-un, de revenir en arrière en échange effectivement d'un modus vivendi. Effectivement, ça pérenniserait pour quelques heures, ça pérenniserait les deux Corées, au sens où il y aura une espèce de neutralisation des arsenaux des deux côtés, donc a priori l'impossibilité pour l'un ou l'autre pays d'aller envahir l'autre, parce que c'est quand même un pays qui est traumatisé parce qu'il s'est arrivé en 49-50. C'est quand même, il y a eu des centaines de milliers de morts des deux côtés. Pendant ce qu'on appelle la guerre de Corée, on a un petit peu oublié, mais enfin ça a été des massacres absolument abominables, et donc il y a un grand traumatisme. Et donc l'idée qu'il y ait de nouvelles possibilités de franchir la zone démilitarisée, c'est un vrai traumatisme, notamment, enfin en tout cas dans ce qu'on connaît de l'opinion publique, au moins au sud. Est-ce que, Guillaume Bernard, on n'a pas été d'autant plus surpris par ce qui se passe qu'on était un peu primaire, je dis nous, le système, les médias. Regardez cette couverture de Marianne qu'on a choisie en clin d'œil à Hervé Nathan. Elle date de l'été dernier, d'août 2017. Et donc, voilà, il y a les fous de guerre. En fait, peut-être que ni l'un ni l'autre n'était fou, que Kim Jong-un savait très bien ce qu'il voulait, c'est-à-dire imposer un rapport de force, et que Trump en face disait faut pas que je lâche tout, parce que sinon on va se retrouver en difficulté, nous et surtout nos alliés sud-coréens. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce qui me paraît important dans cette affaire, c'est le fait. Ah bah écoutez, voilà. Mais ce qui me paraît important. Nathan, évidemment. Ce qui me paraît quand même important dans cette affaire, c'est le fait que la Corée du Nord a quand même, elle aussi, un intérêt, je dirais, à avoir des rapports plus ouverts avec la Corée du Sud, parce que jusqu'à présent, elle dépend entièrement de la Chine. Donc, à la fois, ça intéresse ça développe les intérêts américains ou occidentaux parce que effectivement la Corée du Nord n'est plus entièrement dépendante de la Chine, et en même temps la Corée du Nord y a intérêt parce que évidemment elle n'est plus entièrement dépendante d'un seul État. Donc voilà, il y a une convergence d'intérêts à trouver des rapports plus distendus. Très honnêtement, le fait qu'il y ait, je dirais, une surenchère dans la parole, ça ne veut pas pour autant dire que ça aboutira nécessairement à un conflit. Je pense qu'ils avaient mesuré vraisemblablement leurs paroles les uns et les autres.
Et puis il faut reconnaître, Hervé Nathan, que Marianne, vous n'étiez pas les seuls à avoir un peu peur de ce qui se passait. Le montage que vous aviez montré précédemment montrait qu'on était un peu dans l'air du temps. Oui, c'est une couverture. Voilà. C'est pas et nous par qui ailleurs, l'avons, on n'était pas sûr de ce que ça allait donner à l'époque, et je rappelle que nous ne sommes toujours pas sûrs que le processus pacifique auquel aboutira au final. Hein. Mais c'est une bonne chose quand même. Et c'est une bonne chose, oui. Une nouvelle qu'il n'y a pas de conflit dans ce bout du observateur, monde. on est à 20 000 km, de toute manière. Et d'ailleurs, il faudrait que la France participe un peu plus à la paix et à la stabilité et arrête d'être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire en l'occurrence plus atlantiste que les atlantistes, que les Américains, et de faire tous les efforts nécessaires, parce qu'un jour, la Corée sera un partenaire stratégique d'importance. Il faut que la France soit plus présente et ne suive pas moutonesquement les États-Unis. Et est-ce que ce scénario, question ouverte, n'est pas en fait une leçon pour tous les pays qui hésiteraient à se doter de l'arme nucléaire, en disant, en fait, vous avez intérêt à y aller, parce que vous négociez de façon beaucoup plus facile, on vous respecte beaucoup plus quand on est une puissance nucléaire, comme le sont aujourd'hui l'Inde, le Pakistan, Israël. Oui, c'est le principe de la dissuasion. Oui, c'est ça. C'est le principe. Voilà, je vous rappelle que nous aussi, on a notre arme nucléaire, et c'est probablement une bonne chose. Encore que peut-être que vous en doutez. Je ne sais pas quelle est la position de la France insoumise là-dessus. Pas du tout. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, était parfaitement clair. Nous sommes pour le maintien de la dissuasion nucléaire. Eh bien, merci. C'est un rôle. Merci de nous l'avoir rappelé. La question du jour, on a proposé un désarmement nucléaire. Oui. Ah oui. Ils ne font pas les autres. Parce voilà. que depuis que l'URSS a disparu, le processus de désarmement nucléaire s'est arrêté complètement. Et on réarme. Là encore, les États-Unis, parce qu'il appelle le Rocketman Kim Jong-un, mais ceux qui tirent le plus de roquettes depuis la Deuxième Guerre mondiale sont quand même les États-Unis et un peu partout sur la planète. Nous, on a proposé l'arrêt du bouclier antimissile et remettre tout le monde à la table des négociations pour réduire ce qui est nécessaire, les armements nucléaires. Merci beaucoup. Passons à un sujet plus francophone et heureusement moins belliqueux. Parmi les nombreuses réformes voulue par le président de la République, il y a une réforme de nos institutions avec la diminution du nombre de parlementaires, mais aussi la diminution du nombre de mandats dans le temps. Comme on pouvait s'y attendre, ça ne réjouit pas trop la majorité des députés et sénateurs. En voici un, à titre d'exemple, André Chassaigne. Il est député et communiste. Le président de la République, lui, a cette volonté d'aller au maximum de ce que permet la Ve République, et non seulement de modifier dans un sens plus démocratique la Ve République, mais au contraire de conforter une hyper-présidentialisation, un pouvoir de l'exécutif qui va tout écraser. Le sens de ce qui est proposé aujourd'hui, c'est ça. Il y a du sens derrière tout ça. Alors, ça affaiblit la démocratie, nous dit André Chassaigne. On vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable à la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires? Puis vous nous expliquez pourquoi dans vos commentaires, hashtag point de vue, hashtag Figaro Live. Alors, avant de lancer le débat, il faut préciser une chose, c'est que si les parlementaires ne sont pas très chauds, les Français, eux, ils sont carrément enchantés. Benjamin, c'est carton plein pour le président de la République. C'est en tout cas l'enseignement de notre sondage Odoxa pour Dentsu Consulting et le Figaro. Oui, la réforme institutionnelle, elle est très largement approuvée par les Français. C'est plus de 8 Français sur 10 qui jugent que cette réforme serait utile pour la France. Alors, évidemment, quand on dit utile, cette réforme, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de ce qu'attendent les Français. C'est-à-dire que ça passe bien après l'emploi, le chômage, le pouvoir d'achat, la sécurité, etc. Quand on creuse derrière ce qu'on met derrière cette réforme institutionnelle et comment ils comprennent l'ensemble des volets de cette réforme, il y a 3 éléments majeurs. Et si on peut voir la deuxième infographie. Quand on dit est-ce que réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, c'est une bonne mesure, vous y êtes favorable? Oui, 91% disent c'est favorable. Limiter à 3 le nombre de mandats consécutifs, inclure 10 à 25% des députés élus à proportionnel aux élections législatives. Là encore, les Français y sont globalement favorables. Alors, ces réformes, si elles sont vues de manière favorable, c'est parce que c'est perçu comme étant des réformes sur lesquelles on va gagner en efficience. C'est-à-dire que ça va coûter moins cher et en même temps, ça ne va pas changer la manière dont le pays est géré, est gouverné. Voilà, c'est en tout cas comme ça que les Français le voient. Alors, ensuite, on leur a posé la question de savoir comment cette mesure, comment ces réformes, elles devaient être exécutées.
Est-ce que ça devait être effectivement à travers le Parlement ou est-ce que ça devait faire l'objet d'un référendum? Comme le pouvoir y réfléchit sérieusement. Voilà. Et là, les Français disent que c'est quand même un petit peu contradictoire, un peu paradoxal que de demander à des députés de se tirer une balle dans le pied ou tout au moins de réduire d'un tiers ceux qui ont voté le voteront pour la dernière fois. Donc c'est un vrai paradoxe. Et en fait, les 3/4 des Français estiment qu'il serait justifié de recourir à un référendum pour faire passer cette réforme. Dernière chose, c'est justement en écho de ce que vous avez montré des députés qui disent finalement cette réforme elle va pénaliser la représentation des territoires ruraux. C'est d'ailleurs tout ce qu'a évoqué Gérard Larcher récemment. Le président du Sénat. Voilà, le président du Sénat, 64% des Français lui donnent tort, c'est-à-dire non. Il ne considère pas que ça va sous-gouverner, sous-gérer, permettre ça va pénaliser la représentation de ces territoires. Dernière chose, c'est que même si aujourd'hui, sur cette réforme, quand on interroge les Français, on voit bien qu'il y a assez peu d'opposition, ça n'empêche que ça vient s'inscrire dans une image d'un président Macron qui est le président des villes, le président des riches. Et donc, finalement, s'il va jusqu'au bout, forcément, ça aura probablement des impacts sur son image, puisque ça reste quand même une plus grande centralisation du pouvoir. Guillaume Bernard, quel est votre point de vue là-dessus? Nous avons sous-titré cette partie du débat. Parlementaire, moins il y en a, mieux c'est. Est-ce votre avis? Mais pas nécessairement. Et puis surtout, pourquoi réduction d'un tiers? Pourquoi pas la moitié? C'est ça que vous voulez dire. Mais écoutez, si nous avions la même proportion de parlementaires qu'aux États-Unis, nous aurions 77 députés. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne réduirait pas de 577 à 80 députés. Par rapport au nombre d'habitants Par rapport au nombre d'habitants, en proportion. Donc, non, je crois qu'il y a un télescopage de notions. Ce n'est pas parce qu'il y aura moins de députés que ça coûtera nécessairement moins cher. Aux États-Unis, vous avez effectivement en proportion moins de parlementaires, moins de membres du Congrès, mais ils ont beaucoup d'assistants parlementaires qui leur permettent véritablement de travailler et véritablement de faire leur travail de vérification des textes, d'amendement des textes, de discussion des textes. Et puis, entre nous soit dit, le fond du problème, c'est la question du phénomène majoritaire. C'est le fait que les majorités parlementaires sous la Ve République, sauf une fois en 1962, eh bien, cette majorité parlementaire suit toujours l'exécutif et que, par conséquent, il y a une discipline partisane qui fait que le travail parlementaire est en grande partie réduit, restreint. Donc, honnêtement, moi, la question du nombre ne me paraît pas être la question de fond. En plus, si l'on diminue le nombre d'élus, on va donc élargir la superficie des circonscriptions et donc on va effectivement, je le pense, créer des conditions de mandarinat locaux. Alors, on a déjà les mandarins locaux dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux. On va avoir les mandarins locaux avec les députés. Très sincèrement, je n'en vois pas véritablement l'intérêt. En revanche, il pourrait y avoir d'autres réformes de l'Assemblée nationale et du Sénat qui pourraient revivifier sans doute la démocratie, mais il ne me semble pas. Je trouve que c'est une démarche et une mesure plutôt de type démagogique et qui ne résorbe pas le problème du manque de travail parlementaire et du manque d'influence du Parlement vis-à-vis de l'exécutif. Alors néanmoins, mais vous n'aviez pas fini votre démonstration, pour l'instant 81% de nos internautes sont favorables à la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Et il y a Faupas Charrier sur le Figaro.fr qui dit « Regardons les États-Unis, un pays 5 fois plus peuplé et qui a un nombre de parlementaires très faible. Un bon exemple pour l'interrogation. » Donc là, il vous le suit là-dessus. Georgi Kuzmanovic, 2 points. Moins de parlementaires, oui, non. Limiter le nombre de mandats dans le temps à 3, oui ou non? C'est pour les retraites. Hein. Vous savez qu'il y a une retraite pleine pour les parlementaires à partir de 4 mandats. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les parlementaires... Mais n'oubliez pas qu'on veut réformer le régime des retraites. Ah, peut-être, mais on verra. La limite des mandats est une excellente chose. Nous l'avions demandé. Dans le temps, c'est-à-dire pas plus de 3 mandats. Oui, dans le temps. Ça vous va bien? La part de proportionnel permettrait... Oui, ça nous va. Oui. La part de proportionnel permettrait d'éviter la situation actuelle où à peu près des forces égales à la présidentielle, entre 23% pour La République En Marche et 20% pour la France Insoumise. On se retrouve d'un côté avec 300 députés, de l'autre côté 17, ce qui est quand même un souci dans notre démocratie. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'argument sur les États-Unis, parce que
D'abord, ce n'est pas du tout la même situation. Les États-Unis est un État fédéral et dans chaque État, il y a un Parlement dans chaque État. C'est-à-dire qu'il y a 51 parlements supplémentaires. Donc si on prend en considération ces parlementaires-là qui ont des pouvoirs élargis dans chacun de ces États, on a beaucoup plus d'élus aux États-Unis, largement plus de parlementaires qu'en France. Enfin, le problème principal ici, c'est la question de la démocratie. Effectivement, on peut réduire le nombre de parlementaires, pourquoi pas ? Puisque on ne respecte plus la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été définie par Montesquieu. Il faut le savoir, les Français doivent le savoir, les lois ne sont malheureusement plus écrites, ou presque plus écrites, par les députés. 80% de la législation sur les 20 dernières années, ce sont des mises en conformité avec le droit européen et ce qui est imposé par Bruxelles. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, les lois sont écrites dans les ministères. Lors de la précédente présidentielle, la loi El Khomri, on a choisi une députée qui a bien voulu mettre son nom sur une loi qui avait été écrite par le ministre. La loi réformant le Code du travail, voilà, sous le quinquennat précédent. Voilà, qui avait été écrite par Macron lui-même, et ses services au ministère. Les lois sont écrites au ministère. Et donc, c'était déjà une chambre d'enregistrement, et là, il aggrave le cas. M. Macron, et en devenant un véritable monarque républicain. Nous pensons qu'il faudrait effectivement faire une réforme constitutionnelle. On proposait celle de la 6e République, mais pour revenir à une vraie démocratie parlementaire et redonner le rôle que doivent avoir les députés et qu'ils n'ont plus. Hervé Nathan, est-ce que ce n'est pas un peu démagogique, pour dire les choses un peu crûment, de dire ces députés, de toute façon, ils nous coûtent trop cher, ils sont trop nombreux. Oui, d'une certaine manière, dans une classe politique qui adore critiquer les populismes, il serait tout à fait à gauche ou tout à fait à droite, dans les commentaires habituels. Alors là, le populisme centriste, si je veux bien, puisque la LRM, c'est la force centrale de la vie politique française, il y a un extraordinaire exemple de populisme centriste. Parce que exciter le sentiment anti-parlementariste dans ce pays, grosso modo, c'est la trace historique du populisme. C'est ce que faisait Louis-Napoléon Bonaparte juste avant le coup d'État, etc. Il y a des exemples, l'extrême droite, etc. L'anti-parlementarisme, c'est quasiment la même chose que l'anti-républicanisme, c'est pas loin. D'accord ? Dans l'histoire. La chambre de la Deuxième République, en mettant de côté le suffrage universel, c'était elle-même tirer une balle dans le pied. Mais d'une certaine manière, on peut dire que effectivement, les parlementaires, depuis hélas trop longtemps, c'est-à-dire depuis quasiment les débuts de la Ve République, se sont tirés petit à petit les balles dans le pied, parce qu'ils ont accepté petit à petit de voir leur rôle réduit, leur influence réduite. Il faut aller voir, franchement, il faut aller voir ce que c'est que le pouvoir réduit du Parlement, aller voir ce que c'est la difficulté à constituer une commission parlementaire d'enquête pour effectivement on dit on va mieux contrôler, ça va permettre de mieux contrôler l'action de l'exécutif. Oui. On va réduire le droit voilà. C'est quand même une question importante. On dit qu'on va réduire le droit d'amendement des députés de façon à essayer plus de temps pour pouvoir mieux contrôler le gouvernement. Mais le gouvernement ne donnera jamais, en tout cas c'est pas dans les projets de constitutionnels, ne donnera pas les moyens au Parlement de mieux contrôler l'exécutif. C'est pas le sujet. Ça c'est une erreur. Donc effectivement, on est devant un problème démocratique important. Nicole vous donne raison sur Facebook, Hervé Nathan, en disant la réduction du nombre de parlementaires me choque moins que la limitation des amendements. Alors que Faut pas charrier, toujours sur le Figaro.fr, nous dit mais pourquoi prenons la question du Sénat, à quoi sert-il puisque le dernier mot revient à l'Assemblée nationale? Alors ça c'est une excellente question, cher Faut pas charrier. Vous nous en voulez pas, on n'y répond pas ce soir parce que c'est vraiment un sujet différent. Benjamin Grange. Alors, on a testé avec les Français tout à l'heure les mesures qui étaient proposées par le gouvernement Macron, mais on a aussi écouté ce que les Français considèrent comme étant de bonnes réformes à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a évidemment celles que l'on a évoquées tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Par exemple, réduire de moitié le nombre de membres du Conseil économique et social. Ça, ils considèrent que c'est un bon élément de réforme. Mettre fin à la présence de droit des anciens présidents de la République au Conseil économique et social. Visiblement, le Conseil économique et social, ça attise un certain nombre de choses. C'est aussi supprimer la Cour de justice de la République, ou nommer les magistrats du parquet sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et en tout cas, la seule élément de réforme qui est perçu ou serait perçu comme négative, c'est introduire la spécificité corse dans la Constitution. Eh bien voilà, des Français qui sont peu girondins, semble-t-il, alors. Parce que c'est oublier ce que c'est la représentation nationale. C'est la Révolution française. C'est le serment du jeune paume. C'est le peuple qui est représenté par ses élus. Et vouloir donner absolument tous les pouvoirs à un seul homme, effectivement, c'est de l'antiparlementarisme idiot.
On parlait de la Corse, partons encore plus loin, si vous le voulez bien, jusqu'à Mayotte. Mayotte, c'est le 101e département français, c'est à 8000 km de Paris, dans l'océan Indien. Mayotte, c'est 250 000 habitants. C'est aussi une situation sociale extraordinairement tendue. Cette petite île est restée française au milieu de l'archipel des Comores qui a pris son indépendance. Le tout entraîne des différences de revenus absolument considérables. Le revenu par habitant à Mayotte est 15 fois supérieur à celui du reste de l'archipel. Le résultat des courses, c'est une immigration massive dans des conditions à la fois sociales et sécuritaires extrêmement dégradées. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, était à Mayotte cette semaine et voilà sa description de la situation. Aujourd'hui, Mayotte est submergée par une immigration illégale qui n'est pas gérée. Aujourd'hui, il faut que ceux qui nous écoutent se rendent compte que dans les hôpitaux, les Mahorais n'ont plus de place. Que pour l'accès au lycée, à l'enseignement, il y a tellement de personnes qu'on n'arrive plus à organiser correctement, de façon sécurisée, l'accès au lycée. Qu'on a des problématiques d'insécurité qui ont bondi de façon catastrophique. On ne peut plus continuer à accueillir à Mayotte autant de personnes qui viennent de l'ensemble des Comores et de toutes les îles qui sont autour. Et le devoir de la République française, c'est d'abord de s'occuper des siens. Guillaume Bernard, selon certaines estimations, jusqu'à 40% de la population de Mayotte serait liée à l'immigration clandestine. Est-ce que vous y voyez une forme d'exemple absolu d'une immigration non maîtrisée avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence ? Je ne suis pas sûr quand même que toutes les frontières sont aussi poreuses que celles de Mayotte, mais enfin, en l'occurrence, Mayotte, c'est, semble-t-il, quand même le marchepied qui permet à un certain nombre d'immigrés clandestins de rentrer dans un département français et à partir de ce département français d'accéder à l'espace Schengen. Donc par conséquent, oui, incontestablement, la situation de Mayotte est extrêmement compliquée et vous ne l'avez pas mis dans l'extrait, mais Laurent Wauquiez a évoqué un autre souci, c'est qu'évidemment, il y a la question, je dirais, du droit du sol qui fait que la naissance sur le territoire français transforme d'une certaine manière un certain nombre de personnes parce qu'ils ont un enfant qui naît sur le territoire français, les transforme de manière, en personne inexpulsable. Donc par conséquent, c'est vrai que les proportions à Mayotte, et évidemment lorsqu'on a un caractère insulaire, les choses sont beaucoup plus visibles et que lorsque le territoire est petit, c'est beaucoup plus visible, mais il est bien évident que là, on a un cas d'espèce, ce n'est pas un principe, mais c'est un cas d'espèce qui soulève un certain nombre de problèmes liés à l'immigration clandestine qui pose évidemment des soucis à la fois pour l'ordre public et puis évidemment pour l'enjeu identitaire qui, qu'on le veuille ou non, est une question centrale, je dirais. On le voit bien avec les élections de différents pays. Voilà. L'enjeu identitaire, vous savez que c'est quand même les mêmes populations aux Comores et à Mayotte. Du point de vue de la population. Je ne vois pas où l'identité profonde, etc., par exemple religieuse, etc., qu'il y a une différence entre la population de Mayotte et celle des voisins dans le côté. Les communautés sont majoritairement musulmanes. Parce que Mayotte est un marchepied pour ensuite le territoire métropolitain. Au moment où il y a eu le référendum d'indépendance des Comores, un certain nombre de partisans de la France ont obtenu du gouvernement de l'époque de détacher une île d'un pays qui était à peu près unifié, qui s'appelait les Comores. C'était en 1976. Voilà, c'était en 1976. C'était l'époque où on avait encore des marbouzes qui se promenaient en Afrique. Il me semble qu'il y avait des commandos qui se promenaient, etc. Des coups d'État. Je vous dis que Mayotte sert de marchepied. Je crois pour parler un peu sérieusement, je pense qu'on ne comprend. Alors pour le coup, on ne comprend la situation. Vous avez parlé de cas d'espèce. Moi, je pense surtout que c'est un cas particulier dans lequel, hélas, l'histoire pèse d'un grand moment. Enfin, pèse vraiment. C'est-à-dire, la manière dont on a fait la décolonisation des Comores se retrouve maintenant. On se retrouve avec ce problème-là parce qu'effectivement, il y a eu une pression démographique qui n'existait pas en 1976, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais effectivement, on est au milieu de l'océan Indien. Qui n'existait pas avant que Mayotte devienne le 101e département. Voilà. Donc ça veut dire que le fait que ça soit la territoire de la République, à Marianne, nous avons été à Marianne, nous avons été un des rares journaux à avoir averti qu'on faisait une énorme bêtise en faisant de ce territoire d'outre-mer un département d'outre-mer. Voilà, parce que la géographie, c'est la géographie, et être au milieu de l'océan Indien, c'est pas être au milieu de la métropole, effectivement. Et que les lois de la géographie sont ce qu'elles est, et les lois de l'histoire aussi. Résultat, effectivement, à force peut-être qu'on peut se rejoindre là-dessus, on se retrouve entre le lobby colonial de l'époque et y compris avec ce qu'il y avait de moins honorable, on en paye effectivement un sacré prix.
Guillaume Bernard le disait tout à l'heure, Laurent Wauquiez, encore lui, dans une interview au Figaro de mardi, était favorable à une suspension du droit du sol sur ce territoire. Alors je vais vous demander votre avis tout de suite, Georges Kuzmanovic. Le raisonnement, c'est qu'en fait, dans la maternité de Mayotte, il y a un très grand nombre de femmes qui viennent accoucher, qui traversent la frontière juste avant, elles accouchent à la maternité et leur enfant devient automatiquement français. Et qu'est-ce qu'il veut faire, M. Wauquiez? Jeter les enfants à la mer? Non, il veut rétablir le droit du sang. Oui, le problème de M. Wauquiez, c'est qu'il ne connaît pas le droit français et que ses propos sont particulièrement odieux, puisque depuis la réforme Pasqua, il n'y a pas du droit du sol intégral en France. On doit lui rappeler à M. Pasqua, et à vous-même apparemment, que... Pasqua, vous ne lui rappellerez pas grand-chose. Ah, pardon, à M. Wauquiez. Exactement. Il faut être né sur le territoire national et il faut avoir vécu au moins 5 ans de manière continue, entre 11 ans et 18 ans, pour le devenir à 18 ans. Donc on est très très loin de la réalité, enfin de ce que... C'est ça la réalité, ce que me dit M. Wauquiez n'est pas la vérité, c'est inadmissible. Et puis M. Wauquiez, si je me souviens bien, a été aussi ministre. Que n'a-t-il développé Mayotte? Je crois que c'est dans son camp qu'à une époque, on voulait que ce soit un territoire national. Et Mayotte, c'est la France. Ce n'est pas moins la France que n'importe quel autre territoire de la métropole. Or, ce territoire, ce qui s'y passe est inadmissible. Il faut vraiment le dire, les Français ne savent pas ce qui se passe en dehors du problème de la migration qui doit être réglé avec les Comores, qui eux aussi ont une grave responsabilité dans ce qui se passe. Il y a beaucoup de morts dans la mer, mais à Mayotte, on a quand même un tiers des habitations qui sont en tôle, en carton. Ce sont des bidonvilles. Mais vous on a aussi... l'eau, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et les écoles sont 2 fois moins financées qu'en France. C'est inadmissible. C'est parfaitement inadmissible. Enfin, il s'avère qu'il y a quand même une population étrangère qui veut y accéder quand même. Pour quelle raison? Et un transfert. Juste pour ajouter un élément au dossier, si vous permettez, M. Kuzmanovic, je vous redonne la parole juste après. En plus, vous dites que l'État ne fait pas suffisamment pour le développement de Mayotte, mais il y a quand même des transferts sociaux massifs et hormis les allocations, il n'y a pas beaucoup de revenus qui sont suscités à Mayotte. Donc cette île ne vit que par l'argent qui arrive de Paris, pour faire court. Il faut se rendre compte de l'avantage considérable que Mayotte représente aussi pour la France. Il faut rappeler quand même que la France est la 2e puissance maritime au monde. On a la 2e plus grande surface maritime au monde, entre autres, grâce à des territoires comme Mayotte, où cela veut dire de la pêche supplémentaire, ça veut dire des ressources maritimes, ça veut dire de la biodiversité qui peut servir à un tas de choses dans l'avenir, et c'est à valoriser. Et il faut valoriser ce territoire. Je rappelle que dans le cadre de cette crise, qui est quand même dure depuis 3 semaines, c'est une grève générale, il y a 20 000 personnes qui manifestent, encore récemment, tous les élus de Mayotte, donc des élus français, ont demandé 1,8 milliard d'aides pour arriver un peu au niveau de ce qui se fait en France en termes de santé publique, d'infrastructures, d'écoles. Et 1,8 milliard, comme l'a rappelé M. Mélenchon à l'Assemblée nationale, c'est à peine la moitié de l'ISF qui a été retiré, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors ce qui est vrai, c'est que tous les parlementaires français ne sont pas pleinement au courant de ce dossier. Je vous propose d'écouter par exemple Claire Aupetit, elle est députée de l'Eure, où on l'a interrogée sur France Info. Et alors l'Eure, c'est en Normandie, donc c'est vrai qu'on est un petit peu loin, et elle n'avait pas une idée très, très, très concrète de ce qui pouvait se passer. Regardez. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte en ce moment? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? 3e semaine de grève générale contre l'insécurité. Mayotte est une ville extrêmement particulière. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une manifestation, enfin plusieurs manifestations, des barrages routiers? Je suis désolée, mais non, je n'ai pas eu cette information. Vous voyez, je travaille 3e semaine de grève générale. Eh bien, écoutez, au moins, Claire Aupetit, elle n'est pas langue de bois. Quand elle ne sait pas, elle dit « je ne sais pas ». Benjamin Grange. Eh bien, écoutez, même si Mayotte est loin de la métropole, les Français s'en préoccupent. C'est presque 44 000 conversations dans la semaine qui agitent les Français sur Mayotte. Et plus le mouvement progresse, plus effectivement les conversations montent, parce que c'est plus de 300% de conversations depuis la semaine dernière. Alors quels sont les thèmes qui reviennent? Majoritairement 2, et 2 qui sont de tonalité évidemment négative. La première, c'est sur l'insécurité. Que fait le gouvernement Macron pour gérer les choses? Et puis le deuxième, qui est un peu la conséquence, c'est Mayotte est un territoire abandonné. Voilà, c'est les 2 éléments. Si on creuse un peu et qu'on regarde quel est l'impact du déplacement de Laurent Wauquiez et de ses propos, parce que effectivement, on peut imaginer que, ayant fait ce déplacement, il a pu profiter d'un bénéfice d'image en prenant fait et cause pour Mayotte. Dans les faits,
pas beaucoup d'évolution sur ce que l'on dit de Laurent Wauquiez. Il est toujours taxé d'avoir été opportuniste par les Français qui en parlent. Des réactions sur le Figaro.fr. Faut pas charrier qui nous dit, à première vue, on a l'impression que Mayotte est trop ouverte de toutes parts à tout le monde, point d'interrogation. Est-ce que vous seriez choqué, Hervé Nathan, qu'on rende plus difficile l'immigration à Mayotte et qu'en quelque sorte, on ferme les frontières de façon beaucoup plus stricte? Les frontières, enfin, de près ce que je connais, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste, parce que je connais les frontières sont un peu fermées. Je signale que c'est une île qui est entourée d'eau, donc c'est presque aussi difficile d'aller que de traverser la Manche. Pour les gens qui viennent de Calais. Ou de renvoyer les gens des Comores. Il y a des renvois, il y a une politique de renvoi sur place, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on se retrouve il y a des forces de police qui sont... la police aux frontières renvoie les gens chez eux quand ils les attrapent sur le fait, au sens où dès s'ils immigrent, il y a une politique de renvoi. De la même façon, on fait aussi ça à la frontière italienne, hein, vous savez, assez simplement. Pas forcément d'ailleurs dans une légalité qui est à peu près, qui est quelquefois douteuse, mais il faut se rendre compte qu'on est au milieu de l'océan Indien, avec autour des pays qui se retrouvent, avec des pays qui sont dans des souffrances sociales extrêmement considérables. Donc on n'est pas à la frontière franco-allemande. Voilà. Oui, je le disais, le revenu par habitant à Mayotte est 15 fois supérieur à ce qu'il est dans la région. Je vous propose de terminer cette émission avec un sujet autrement plus léger. Julien Lepers, le célèbre ex-présentateur de Questions pour un champion, émission bien connue de la télévision publique, était hier au Prud'homme pour réclamer 3,4 millions d'euros à son ex-employeur, France Télévisions. Alors, pourquoi on a choisi de vous parler de ce sujet? Parce qu'il nous a semblé intéressant à plus d'un titre. D'abord, il réclame ses indemnités, entre autres pour discrimination. Et pourquoi pour discrimination? Eh bien parce que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, quand elle est arrivée à son poste, elle a dit « Moi, je ne veux pas qu'il y ait trop d'un profil particulier ». Et Julien Lepers s'est senti concerné. Comme ça est un petit peu loin, je vous propose de retrouver cette séquence. Elle date du 23 septembre 2015. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, était invitée sur Europe 1. Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes, la richesse de la société française. Exactement. Alors ici, on n'est pas sur France Télévisions, c'est la raison pour laquelle votre serviteur est resté sur sa chaise, bien ayant dépassé depuis quelques mois les 50 ans. Sur le principe, Hervé Nathan, est-ce qu'une telle prise de position, ça vous choque ou pas? Est-ce qu'on dit, Monsieur Lepers, il va prendre un peu le large parce qu'il est blanc, il a plus de 50 ans et c'est pas bien? Alors, il y a deux choses. J'ai essayé de réfléchir à ce sujet, je découvre. La première chose, c'est que, sur le principe, que les services publics soient à l'image du public. C'est vrai à la SNCF. Il y a une politique active du président de la SNCF pour que les contrôleurs, etc., tout ça ressemble effectivement aux gens, que les contrôleurs ressemblent aux contrôlés, par exemple. Ça choque personne. Ça s'appelle de la discrimination positive? Pas de la discrimination positive, mais les services publics, ils appartiennent à la nation, ils doivent ressembler à la nation. Moi, ça ne me choque pas. Donc, je veux dire, c'est dans un pays où, de toute façon, la parité, par exemple, homme-femme, est un but public, puisque c'est inscrit dans la loi, les conseils d'administration, etc., etc. Voilà, donc c'est un but public. Là, on doit ressembler à peu près au public dans lequel on est. Moi, je ne suis pas pour des quotas spécifiques, mais je pense qu'effectivement, le fait de ressembler. Moi, ce que je note, c'est que M. Lepers, il a été remplacé par un homme blanc qui avait plus de 50 ans. Donc je ne suis pas sûr, mais ça, les juges en décideront. Est-ce qu'il y a eu discrimination ou pas? C'est aux juges d'en décider, puisqu'ils portent plainte pour ça. Voilà, je trouve que, je termine parce que je ne vais pas faire un tunnel, je trouve qu'il y a une chose un peu désagréable à dire, mais il y a un niveau de rémunération. Nous y viendrons, cher. Oui, on va y venir. Alors, je voudrais dire quand il y a un niveau de rémunération auquel on ne va pas aller chercher pour moi les lois qui servent à protéger les ouvriers de l'arbitraire patronal. Ça, on va en parler du salaire de Julien Lepers. On va dire ça. Voilà. Ça. Alors, Julie nous dit France Télévisions et Delphine Ernotte a raison de changer ses présentateurs, d'apporter des nouveautés. Nous en avons besoin. Guillaume Bernard, est-ce que sur le principe de la discrimination positive sur la télévision publique, vous êtes favorable? Moi, je suis hostile à la discrimination positive et à la télévision et ailleurs. C'est-à-dire que le communautarisme ne me paraît pas être la solution d'avenir pour l'ordre public et pour le corps social. Sur le cas en particulier de Lepers,
puisque c'est celui-là c'est le cas d'espèce qui nous conduit à discuter de ce principe général, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a à la fois, je dirais, une idéologie qui conduit à vouloir remplacer les uns par les autres pour essayer, je dirais, de complaire, je dirais, une partie de la population, et puis, indépendamment de la question de la compétence ou du mérite. Et puis, il y a une deuxième chose, je crois qu'on ne peut pas évincer cette possibilité-là, c'est tout simplement remplacer quelqu'un pour y mettre un copain. C'est-à-dire que, honnêtement, qu'est-ce qui nous prouve que, dans le fond, c'est pas quelqu'un, Monsieur Lepers, qui a été remplacé par un ami du nouveau directeur. Enfin, je crois que, très sincèrement, le copinage, les copains d'abord, c'est sans doute un des principes qui a sans doute conduit au remplacement de certaines têtes par d'autres. Quand, par ailleurs, effectivement, on essaye de justifier ça par une idéologie qui doit, dans le fond, détruire le principe méritocratique au nom, je dirais, de la présence de minorités visibles uniquement parce qu'elles sont des minorités et uniquement parce qu'elles sont visibles, là, honnêtement, je ne peux pas soutenir cette position-là. Je vais tout de suite demander son avis à Georgi Kuzmanovic, mais pas avant de vous avoir dit, parce qu'à point de vue, on pratique un fact-checking permanent. On me dit dans l'oreillette que, en fait, le successeur de Julien Lepers, il a 46 ans. Donc fait 50. Et il s'appelle Samuel Lejeune. Et il s'appelle Samuel Etienne. Et c'est un formidable confrère. Bon. Georgi Kuzmanovic, vous avez la parole comme promis. Sur l'histoire de la discrimination positive, est-ce qu'il faut des représentations, des quotas, des jeunes, des non-blancs à France Télévisions? Alors d'abord, le cas de M. Lepers me semble plus être de l'ordre de la concurrence forte qui existe dans le milieu de l'audiovisuel. Il a quand même tenu cette émission pendant 28 ans. Bon, je ne suis pas spécialiste de son cas, mais effectivement, il demande beaucoup d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que il va le faire au prud'homme. Et ça permet de rappeler que les autres Français qui travaillent, quand ils sont licenciés maintenant, grâce aux dispositions de M. Macron sur la loi travail, qui de facto a supprimé le CDI, puisque les indemnités sont plafonnées. Apparemment pas pour Julien Lepers. Mais justement, et bon, ça permet d'attirer ça permet d'attirer le regard sur cette là-dessus, et ça montre peut-être aux Français qui étaient un peu dans l'antiparlementarisme de M. Macron, que le travail des députés peut servir. Il y a eu des députés qui ont porté des amendements, qui ont dit que c'était inadmissible. Ceux de votre parti. Et évidemment. Mais, merci. Non, mais c'est important de dire. Vous faites bien de le rappeler. Et les Français qui travaillent devraient être protégés également. Il y a un autre point aussi, je ne sais pas si Benjamin Grange aura envie de réagir là-dessus, mais on a appris à l'occasion de cette procédure que Julien Lepers gagnait 40 000 € par mois. La question, elle est simple, c'est dans une télévision publique payée avec l'argent du contribuable via la redevance, est-ce qu'il est normal de payer un animateur 40 000 € par mois pour animer un jeu? Alors c'est vrai, un jeu de culture générale quand même, question pour un champion, c'est pas une loterie. Mais est-ce que tout ça est bien raisonnable, cher Benjamin Grange? Alors, je ne sais pas si c'est raisonnable, parce que tout est relatif. En tout cas, c'est à rapporter par rapport à l'audience. Et quand on regarde ce que les Français en pensent, ils sont très choqués dans les 7 derniers jours, de par les montants dont on parle. Donc, quand on parle de Julien Lepers, pour ceux qui en parlent, parce que c'est à peine 3000 mentions, c'est-à-dire 13% de plus que la semaine précédente, c'est pour vous dire comme le sujet passionne les Français. Les Français, Trump et Kim Jong-un, je vous l'accorde. C'est majoritairement négatif, avec évidemment ce point de focalisation sur la rémunération qui est demandée, ou la rémunération qui était celle de Julien Lepers avant. Ensuite, il y a aussi un peu de sourire, parce que on se moque des propos de Julien Lepers, qui disait « je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à l'ensemble de mes spectateurs qui me suivaient fidèlement, etc. » Voilà. Donc c'est un sujet qui reste très léger. Plus globalement, pour moi, ce n'est pas surprenant qu'un média cherche à rajeunir son audience. C'est un signe de vitalité. Après, est-ce que c'est l'argument qui a fait que ça s'est porté sur Julien Lepers ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous les médias aujourd'hui cherchent d'une manière ou d'une autre à rajeunir leur audience. Dernière chose, qui est un point terminé sur une note légère, le média qui a le plus mis en avant le sujet de l'indemnité de Julien Lepers, c'est le Huffington Post. Et le Post, c'est Anne Sinclair. Et on sait évidemment qu'elle a été victime victime en tout cas, elle était dans cette situation-là quelques années auparavant sur TF1. Et dans des montants significatifs. Hervé Nathan, 40 000 € par mois sur le service public, c'est trop, c'est normal puisqu'il y a de l'audience en face?
D'une certaine manière, ça prouve la dérive de ça, c'est un des problèmes de la définition du service public. Est-ce que le service public, ça sert juste à faire de l'audience? Alors, il se trouve que là, il s'agit d'une émission plutôt honorable. C'est effectivement, c'est une émission, c'est un concours de connaissances générales. D'une certaine manière, ça devrait être valorisé. Donc, le débat n'est pas sur la qualité du produit, puisqu'on parle de produit. Mais d'une certaine façon, je pense qu'on doit pouvoir trouver des animateurs capables de tenir cette émission à des tarifs qui ressemblent plus à ceux de la profession en général, on va dire. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Je regrette d'avoir plus de 50 ans, sinon j'aurais postulé pour ce travail. Je suis prêt à descendre jusqu'à 39 000 €, Madame Ernotte, par mois, si vous voulez bien de moi. Et si tel n'est pas le cas, je vous souhaite néanmoins à tous un excellent week-end. Merci à vous de votre présence.